La ville 2.0, c'est réellement l'annonce d'une nouvelle génération de villes. Et cette nouvelle génération de villes, on l'a définie par rapport à la ville qui s'est développée au XXe siècle, qui aujourd'hui n'en répond plus aux besoins de la société. Donc on va voir, depuis le tournant des années 2000, un besoin, et même avant d'ailleurs, avant les années 2000, déjà une reconfiguration de tous les paradigmes de la ville, et donc ces paradigmes vont mettre en avant l'humain. Aujourd'hui, il y a un autre besoin, et ce besoin, c'est un besoin de sociabilité, un besoin d'espace public et de constituer une communauté à partir d'un espace public, un besoin de distraction, un besoin de bien-être, un besoin effectivement de résoudre tous les problèmes de mobilité, j'en parle pas, mais ça devient, je dirais, le minimum nécessaire, mais ça ne suffit pas. Et après, il y a effectivement nos problématiques de la ville durable, écologique, qui vont complètement occuper le devant de la scène aujourd'hui. On ne peut pas rester sourd à cet impératif de constituer une ville écologique, même à partir de villes qui sont déjà existantes. L'espace public a été oublié au XXe siècle. Paris, qui est quand même le parangon de la ville avec un espace public très réussi, il y en a d'autres en Europe, mais je dirais que Paris nous est toujours envié par tous nos partenaires à travers le monde. Paris a des espaces publics remarquables, c'est-à-dire elle a pu concilier les grands boulevards et l'impératif quand même de mobilité avec la ville plus lente, avec la déambulation sur les trottoirs, avec des jardins, et avec une densité équilibrée. Toutes les villes n'ont pas ça. Les villes extrêmement expansées, j'en connais beaucoup dans le monde, qui se sont faites à l'ère de la voiture. Si on voulait tout couvrir d'espace public, on n'y arriverait pas. C'est-à-dire, il faut répondre par des structures de paysage à ce moment, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas tout à fait de l'espace public, mais faire une réponse de grand paysage pour pouvoir donner un sens et une structure à ces villes. Mais on peut quand même réinstituer de l'espace public par endroits, par poche, autour des gares, par exemple, du Grand Paris, et travailler une urbanité autour. On va se retrouver à l'échelle de la métropole avec une structure paysagère qui va être la toile de fond de villes kilométriques ou de métropoles kilométriques, et un retour à une redéfinition de l'urbanité et de l'espace public et d'une ville qui a une densité équilibrée par poche, par localisation. La densité a toujours été un terme qui fait peur. Donc aujourd'hui, quand on utilise toujours densité équilibrée ou densité heureuse, parce qu'on se rend compte que finalement, le plaisir d'être en ville, il consiste à une mixité. Et c'est vrai que le XXe siècle a parfois oublié la mixité de certaines villes. On a pu voir des centres plutôt de travail ou de commerce et puis des zones complètement résidentielles. Je pense qu'aujourd'hui, dans le facteur de la densité, il y a aussi la possibilité de la mixité. La deuxième chose que va permettre la densité, c'est l'intensité urbaine. C'est-à-dire quand on est en ville, il y a un flux, je dirais, de distraction, parfois de culture, d'information, d'émotions qu'on peut vivre et qu'on peut appeler une forme d'intensité urbaine. Il y a des choses qui arrivent et qui nous permettent d'être dans un état d'alerte. Alors après, on peut doser. Il y en a qui n'aiment pas les grandes villes parce qu'ils trouvent que c'est trop. Il y en a qui aiment au contraire les grandes villes parce qu'ils trouvent que c'est extrêmement stimulant. Mais fait partie du fait urbain l'intensité urbaine. C'est-à-dire celui qui veut des conditions urbaines n'est pas à la recherche du calme absolu de la campagne. Et nos villes vivent de ce beau contraste, c'est-à-dire on peut trouver d'un côté le calme du jardin du Luxembourg, mais après on peut retrouver la vie un peu bruyante, un peu active d'un boulevard. C'est en ça que Paris reste quand même réellement un modèle de ville équilibrée et qu'il faut arriver à transposer sur des mégalopoles qui font 17 millions d'habitants, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler du Paris intramuros comme modèle de ville très équilibrée, nous sommes 2 millions. Bon. Après, il faut voir comment on peut tirer profit de cette qualité d'espace public, de cette densité heureuse, à une échelle plus vaste, sachant qu'on ne pourra pas simplement dire « je fais Paris puissance 1000 », c'est impossible. Il y a un exemple que j'aime beaucoup donner au sujet de l'espace public, c'est la ville d'Amman en Jordanie. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui a une topographie très marquée. C'est une ville qui est faite sur les mythiques 7 collines
comme Rome, comme beaucoup de villes. Les villes adorent mythiquement s'installer sur cette colline. Et le problème de Amman, c'est qu'elle a eu des vieux centres. Et compte tenu de sa topographie, il n'y a pas eu de continuité un peu radiale comme à Paris. À Paris, on a un centre, et puis à partir du centre, on a commencé à rayonner, à faire une sorte de structure concentrique. Amman, c'est une ville, il y a un centre qui va se trouver ici, et on va s'expanser le long d'une autoroute, par exemple, sur 5 kilomètres. Et donc, là-dedans, il n'y a aucun lieu qui va créer l'intensité urbaine ou l'espace public urbain. Et donc, ce qui a été fait, donc comment on a commencé notre travail sur Amman, c'est dans ce quartier Abdali, qui est un ancien terrain militaire, qu'ils vont requalifier en plein centre-ville. Enfin, il est en centre géographique, parce que même la notion de centre à Amman, c'est très difficile à définir. Moi, la première fois que j'ai été, je disais où est le centre-ville, on me disait c'est à côté du vieil amphithéâtre romain, mais on n'y va plus beaucoup à ce centre-là. Mais où est le centre? Il n'y en avait pas. Et donc là, c'est une opération de faire un centre moderne, contemporain, à une ville qui s'est expansée au rythme de la voiture. Et donc ce centre, il va permettre de garer sa voiture et de passer à l'échelle d'un quartier à la vie d'un piéton. Il n'y a pas de vélo là-bas, parce que c'est pas encore quelque chose qui est très répandu, mais ça viendra, je pense. Mais en tout cas, c'est un lieu où on a envie de se promener à pied, on a envie de faire du commerce de rue, on a envie de sortir des shopping malls, et on a envie de vivre un peu comme on pourrait vivre à Paris, c'est-à-dire sans utiliser la voiture, sans faire des kilomètres, en échappant à la congestion et au trafic. Et donc là, l'espace de public doit être de qualité. Le temps aujourd'hui s'accélère, c'est presque un lieu de commun de le dire, mais il est important quand même de le rappeler. C'est-à-dire, nous vivons des temps qui sont extrêmement changeants. Et donc tout bâtiment, et ceci vaut pour l'architecture, mais vaut encore davantage pour la ville, parce que la ville a un temps beaucoup plus long, doit avoir une résilience, c'est-à-dire il doit pouvoir, sans avoir à se reconfigurer totalement et à devenir autre, pouvoir s'adapter à des modifications qui sont, par exemple, pour être un peu concret, une crise économique. Une crise économique va se traduire par le changement d'usage de certains bâtiments. C'est-à-dire là, on s'attendait à une activité économique débordante, on va faire des bureaux, puis on va se rendre compte que les bureaux ne sont plus nécessaires, alors qu'il y a une crise, je dirais, géopolitique, c'est toujours le cas d'Amman. Et là, la crise géopolitique va induire une nécessité d'avoir des hôtels, parce que les gens vont venir se soigner, vont venir transiter par une ville pour aller ailleurs. Et donc, le bâtiment résilient va avoir une architecture telle, et cette architecture peut se décliner en des choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire une trame de façade, une profondeur de bâti, qui peut permettre de passer d'un usage à l'autre. Tous les bâtiments ne sont pas résilients, ne sont pas également résilients. Il y a des données qui font qu'un bâtiment peut changer d'usage jusqu'à une certaine limite. Je suis pas en train de prétendre qu'on pourra faire un hôpital dans une tour qui a 600 mètres carrés de plateau. Mais en tout cas, peuvent passer dans les 3 usages, je dirais, mixtes habituels, c'est-à-dire de l'hôtellerie au logement, au bureau. Et inversement. Alors, c'est très facile de passer, je dirais, de l'hôtellerie au bureau. C'est plus difficile de passer du bureau à l'hôtellerie. Mais en tout cas, ça tient à certaines configurations architecturales d'un bâtiment, qui fait qu'on arrive à lui tourner son usage. Pour revenir à Haussmann, les bâtiments haussmanniens sont un exemple très parlant d'une sorte de possibilité dans un même bâtiment d'accommoder plusieurs usages. Ils sont extrêmement résilients, les bâtiments haussmanniens. C'est un complexe mixte déjà, donc le complexe de bâtiment avait une mixité et avait vocation à constituer lui-même un petit quartier dans le quartier. Et donc ce bâtiment, nous l'avons conçu avec une trame de façade qui fait 140 cm de large, qui permettait de faire des bureaux, qui permet de faire de l'hôtellerie. Et là, c'est Vicona qui a été choisi pour avoir les profilés de la menuiserie extérieure de ce bâtiment avec l'entreprise Glassline qui, elle, a fait tout le montage donc de la façade. Et ce bâtiment, donc, il est composé de 2 tours qui se font face, qui sont 2 signaux urbains qui marquent le passage de la ville d'Amman à ce quartier. Parce que, comme je l'ai dit pendant la conférence, la ville d'Amman manque de points de repère.
c'est un étalement de bâtiments de 2-3 étages. Et donc là, cet Abdali Gate, c'est un point de repère, duel d'ailleurs, puisque c'est 2 tours, une est déjà construite, l'autre est à venir. Et donc autour se développent des bâtiments plus bas, qui sont des bâtiments contextuels, urbains, qui font 7 étages et qui entourent les 2 tours et permettent de faire une vie de quartier. Parfois, on oppose technologie et écologie. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les technologies qui ont trait au numérique, c'est une aide. C'est une aide au niveau de la conception, parce qu'aujourd'hui, avec les conceptions paramétriques, les modélisations, nous pouvons aller très loin dans les prévisions de comportement, de façade, par rapport à des orientations solaires, par rapport au vent, par rapport à plusieurs facteurs environnementaux, mais aussi dans la gestion de la ville. C'est-à-dire, aujourd'hui, le numérique va permettre à une ville d'avoir une excellente connaissance de ce qui se passe à un moment donné, de savoir comment on peut faire foisonner les espaces disponibles de parking, par exemple, comment on peut aussi gérer mieux les transports en commun en informant l'usager. Ça, c'est assez classique, on le voit aujourd'hui dans tous les bus, mais aussi en sachant comment ça se passe par rapport à un bus qui serait bloqué quelque part, un autre qui arriverait. Donc, je vous dirais, ça vous donne une connaissance de tout ce qui se passe ou se trame, entre guillemets, dans une ville à un moment donné, et vous pouvez agir là-dessus de manière à optimiser. C'est-à-dire, l'idée, c'est de connaître pour anticiper et optimiser. Et cela, ce qu'on va appeler la Smart City, va permettre quand même de donner cette vision. Et cette vision, pourquoi on l'a fait? Il n'y a pas juste pour économiser des efforts et de l'énergie, mais c'est aussi finalement cette économie d'énergie dans tous les sens du terme permet d'avoir une empreinte carbone moindre, de pouvoir avoir une efficacité beaucoup plus grande dans tout ce qui est des modalités de transport et tout cela va nous conduire à une ville plus écologique. Alors je n'ai pas décliné tous les niveaux, la gestion de l'eau par exemple, la gestion de l'eau peut être gérée aussi d'une manière intelligente entre guillemets et tout cela peut entraîner des optimisations au niveau des réductions des dépenses et au niveau de la qualité à la fois de vie et de la qualité du produit au final. On va vers un monde qui s'urbanise à une vitesse grand V. Je ne vais pas sortir des chiffres, mais on imagine que dans les années à venir, un pourcentage énorme, c'est-à-dire plus de 70 voire 80% de la population va vivre dans des villes. Donc les villes vont se faire une concurrence terrible. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver de pire à une ville, c'est d'être désertée par ses habitants. Qu'est-ce qui peut arriver de mieux, c'est d'accueillir de nouveaux habitants, mais de savoir aussi passer de la transition d'une ville à 600 000 habitants à 1 million, à 2 millions, à 3 millions. Je dirais c'est très bien d'accueillir des nouveaux venants à une ville, mais c'est là où tout le travail sur l'urbanisme doit être fait. Et ce qui fait que les villes, d'ailleurs on le voit bien, et je l'ai voulu le montrer dans la conférence, c'est-à-dire les villes en Chine, j'ai donné l'exemple de Jinan, se dotent tout de suite d'équipements culturels. Pourquoi ils font ça? La culture ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais la culture rend la ville plus amicale, rend le cadre de vie plus agréable et donc fait qu'une ville est plébiscitée. C'est-à-dire aujourd'hui, les villes et leur vie, parce qu'une ville construite par les meilleurs architectes du monde, les meilleurs urbanistes du monde, si les personnes qui y vivent ne la fabriquent pas eux-mêmes tous les jours, s'ils ne la tissent pas, si ça devient pas leur ville, ça sera pas une ville réussie. Ça sera une belle maquette de ville grandeur nature, mais la vraie vie des villes, c'est la vie des personnes qui y sont. Et ces personnes, il faut qu'elles aiment une ville, il faut qu'ils la plébiscitent, il faut qu'ils décident de l'habiter. Il faut qu'ils décident de fréquenter ces cafés, il faut qu'ils décident d'acheter ces logements, de louer ces logements, de se promener dans ces quartiers. Et donc tout cela, on peut faire des mesures incitatives, mais le seul critère, c'est au final l'humain. C'est-à-dire, est-ce que je m'y sens bien ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y rester ou pas? Et c'est le critère fondamental de la ville de demain, aux côtés, bien sûr, de plusieurs cibles écologiques, parce qu'aujourd'hui, il faut pas le nier, il n'y a pas que le côté intensité de la ville. On veut tous de la qualité de l'air, on veut tous de la biodiversité, on veut tous de la qualité de l'eau, on veut de la qualité au niveau de la santé, au niveau de l'activité, au niveau du sport, au niveau de l'intellect. Et donc, finalement, cette ville complexe qui va se décliner à toutes les strates, si on fait des cibles
à tous les niveaux qu'ils soient, finalement, on va se rendre compte que c'est l'humain qui va être le meilleur juge de la qualité d'une ville et de sa réussite.